Dans le silence feutré de sa maison de maître du quartier Codéran, à Bordeaux, Hélène Dubois effleura une rose blanche de son jardin, dernière relique du mariage de sa fille, et sentit un frisson inattendu, un pressentiment froid au milieu de sa solitude nouvelle. La maison, habituellement remplie des rires et des préparatifs du mariage, semblait soudainement trop grande, trop silencieuse. Chaque objet, chaque meuble lui rappelait l'absence de Robert, son mari, mais aussi celle, plus récente, de Sophie, sa fille unique, désormais lancée dans sa propre vie. La sonnette retentit, l'attirant de sa rêverie. C'était eux. Sophie, radieuse, et son nouvel époux, Julien Perrault, de retour de leur lune de miel en Italie. En ouvrant la lourde porte en chêne, le cœur d'Hélène se gonfla de joie. Sophie était magnifique, son bonheur semblait irradier. Et Julien, il était l'image même de la perfection. Grand, élégant, avec un sourire désarmant et des manières impeccables. Il tendit à Hélène un foulard en soie de côme, ses yeux brillant d'une sincérité presque trop parfaite. « Hélène, vous êtes resplendissante, dit-il de sa voix chaude et posée. Cette maison est un véritable havre de paix. » Le dîner fut un moment de pur bonheur, du moins en apparence. Madame Claudine, la gouvernante qui servait la famille depuis 30 ans, apporta l'apéritif, un Lillet bien frais, typique de la région. Hélène observa discrètement le manège de son gendre. Il était attentif, posant des questions sur le jardin, s'enquérant de la santé de sa belle-mère, tout en servant le vin, un Saint-Émilion grand cru choisi dans la cave de Robert, avec l'assurance d'un connaisseur. Alors que Madame Claudine servait le vin, Julien la remercia d'un « merci », Claudine, mais son regard resta fixé sur la collection de bouteilles rares derrière la vitrine. La gouvernante eut un imperceptible tressaillement, un raidissement de la nuque que seule Hélène, habituée à son langage silencieux, put déceler. C'est entre le magret de canard et le plateau de fromage que Julien, avec la plus grande décontraction, aborda le sujet. « Hélène, je me faisais une réflexion en vous voyant gérer tout cela seule, avec mon expérience dans la finance, je pourrais vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine. Une simple fiducie, pour protéger Sophie et assurer votre tranquillité d'esprit. Rien de formel, juste une idée pour vous soulager. » Les mots étaient doux, les intentions semblaient pures. Sophie, à côté de lui, hocha la tête avec enthousiasme. « Ce serait formidable, maman. Julien est si doué pour ces choses-là. » Hélène répondit par un sourire évasif, ne s'engageant à rien. Plus tard, alors que le jeune couple se préparait à partir, Julien l'embrassa sur la joue. « Pensez Y, Hélène. Pour l'avenir. » En partant, il laissa sur la console de l'entrée une élégante chemise cartonnée, oubliez-la comme par inadvertance. Une fois seule, Hélène prit le dossier. Le logo d'un prestigieux cabinet d'avocats parisien ornait le coin supérieur. À l'intérieur, ce n'était pas une simple idée, mais une proposition en bonne et due forme, un document de plusieurs pages détaillant le transfert de la gestion de ses actifs vers une nouvelle entité. Son nom, Julien Perrault, y figurait en tant que gestionnaire principal, avec des pouvoirs et des commissions qui firent frémir Hélène. L'homme charmant du dîner avait laissé place à un stratège froid et calculateur. Hélène est assise dans le fauteuil de son mari, les documents posés sur ses genoux. Le parfum de la rose sur la table se mêle à l'odeur du vieux papier. Elle regarde le portrait de son défunt époux et murmure « Robert, je crois que notre fille est en danger. » Le lendemain, à l'aube, avant même que le soleil ne se lève sur les vignes, le seul son dans la maison était celui des doigts d'Hélène composant un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, celui d'Antoine Moreau, l'avocat et confident de son défunt mari. Elle s'habilla sobrement, choisissant une tenue élégante mais discrète. En descendant l'escalier monumental, elle croisa Madame Claudine qui commençait sa journée. Leurs regards se croisèrent et la gouvernante, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, lui glissa « Madame fait bien d'être prudente. » Hélène lui adressa un signe de tête reconnaissant. Elle n'avait pas besoin de plus de mots. Le « Café des Arts », près du Grand Théâtre, était un bastion de la vieille bourgeoisie bordelaise. Avec ses boiseries sombres, ses banquettes en velours rouge et ses serveurs en tablier blanc, l'endroit était parfait pour une conversation qui ne devait pas être entendue. Antoine était déjà là, une tasse de café noir fumant devant lui. Il se leva à son arrivée, l'embrassa sur les deux joues, un geste d'amitié profonde qui transcendait leur relation professionnelle.
Hélène, commença-t-il après qu'elle se fut assise, votre voix au téléphone ce matin, elle m'a rappelé celle de Robert quand il sentait un mauvais coup se préparer. Hélène lui tendit le dossier de Julien sans un mot. Antoine le lut en silence, ses sourcils se fronçant. Il releva la tête, son expression dure. C'est un pillage organisé, en termes polis, dit-il. Robert avait raison de se méfier de ce genre de rapace. Il a toujours tout compartimenté pour vous protéger. Ils parlèrent longuement. Le plan se dessina de lui-même, ne pas refuser, mais tendre un piège. Nous allons lui donner ce qu'il cherche, proposa Antoine, un éclair malicieux dans les yeux. Une proie, mais une petite proie. Un dossier de succession qui montrera qu'après le règlement de quelques dettes fictives, il vous reste un capital modeste. Disons 240 000 euros. Assez pour être crédible, assez pour qu'il veuille le prendre vite. Hélène approuva. Les hommes comme lui sont charmants en surface, mais impatients en profondeur, conclut Antoine. Son impatience sera sa perte. En sortant du café, le soleil d'octobre était doux. Hélène décida de marcher un peu, le cœur plus léger. C'est alors que son téléphone sonna. Le nom de Sophie s'afficha. Maman? Je voulais juste prendre de tes nouvelles, commença sa fille d'une voix enjouée. Mais Hélène n'était pas dupe. La question arriva rapidement. Alors, tu as eu le temps de regarder les papiers de Julien? Il s'inquiète pour toi, tu sais. Il a tellement envie de bien faire. Hélène resta vague. Je suis occupée, ma chérie. Je verrai cela plus tard. Le ton de Sophie changea, une pointe d'agacement perçant sa douceur. Il faut vivre avec son temps, maman. Julien dit que tu es trop méfiante, que tu as du mal à déléguer. La conversation laissa Hélène avec un sentiment d'amertume. Julien était déjà en train de monter sa fille contre elle. Son chemin la mena près du marché des Capucins. L'énergie de la foule, les étals colorés, les rires des commerçants, tout cela semblait appartenir à un autre monde. Et Hélène? Quelle surprise! La voix perçante d'Élodie Fournier, sa voisine, la fit sursauter. Je vous trouve l'air un peu soucieuse. Pourtant, vous devriez être la plus heureuse des mères. Votre fille a épousé un homme exceptionnel. Julien est si charmant, si attentionné. Vous ne pourriez pas rêver meilleur gendre. Chaque mot, prononcé avec une admiration sincère, enfonçait un peu plus Hélène dans sa solitude. Aux yeux du monde, elle était une vieille femme acariâtre qui n'acceptait pas le bonheur de sa fille. Personne ne voyait le danger qu'elle seule percevait. Ce soir-là, alors qu'Hélène est au téléphone avec Antoine qui lui confirme que les faux documents sont prêts, elle lève les yeux vers la fenêtre de la chambre d'amis. Elle y voit une silhouette. C'est Julien, qui l'observe depuis le balcon, son téléphone à l'oreille, avant de reculer vivement dans l'ombre. Tel un pêcheur posant son leurre, Hélène déposa le dossier factice sur le bureau de son défunt mari, une pièce sacrée où personne n'entrait jamais, et referma la porte en sachant que l'odeur de l'argent attirerait bientôt le prédateur. Le bureau de Robert était plus qu'une simple pièce, c'était un sanctuaire. Les murs lambrissés étaient couverts de livres reliés en cuir, de cartes marines anciennes et de photographies de leur voyage. L'air y sentait le vieux papier, le cèdre et le souvenir d'un cigare occasionnel. En posant le fin dossier sur le sous-main en cuir usé, sous le regard sévère mais bienveillant du portrait de son mari, Hélène sentit une vague de culpabilité la submerger. Elle profanait ce lieu avec ses manigances, mais elle le faisait pour protéger l'héritage le plus précieux de Robert, leur fille. Elle quitta la maison pour un prétendu déjeuner entre amis, le cœur lourd, laissant la souricière se mettre en place. À peine le bruit du moteur de la voiture d'Hélène s'était-il estompé que Julien se mit en mouvement. Il monta à l'étage avec une fausse nonchalance. La porte du bureau était entr'ouverte, comme Hélène l'avait laissée. Il hésita un instant sur le seuil, conscient de violer un interdit. Puis, la cupidité l'emporta. Il entra. Ses yeux balayèrent la pièce avant de se fixer sur l'objet de sa convoitise. Il s'empara du dossier et le parcourut rapidement. Une grimace de déception crispa brièvement son visage en découvrant la somme de 240 000 euros. C'était bien moins que ce que le train de vie d'Hélène laissait supposer. Mais sa déception fut vite remplacée par une froide détermination.
C'était une somme concrète, accessible. Une proie facile à saisir avant de disparaître. Il reposa le dossier exactement où il l'avait trouvé et sortit sans un bruit, son plan désormais clair dans son esprit. Plus tard dans l'après-midi, il arpentait le jardin, le téléphone collé à l'oreille, le dos voûté par la tension. Sa voix n'était qu'un murmure furieux. « Écoute, Marc, je t'ai dit que j'aurais ton argent. C'est une question de jours. Alors arrête de m'appeler toutes les 5 minutes, tu vas tout faire rater. Non, ne me menace pas. » Il raccrocha brutalement, le visage pâle. La pression de son créancier le rendait fébrile et imprudent. Il n'avait plus le temps de jouer la comédie du gendre parfait. Il devait frapper, et vite. Le soir, l'atmosphère dans la maison était électrique. Julien avait passé les dernières heures à distiller son venin à l'oreille de Sophie. Quand Hélène descendit pour le dîner, elle trouva sa fille qui l'attendait dans le salon, les bras croisés, les yeux rougis. La confrontation était inévitable. « Maman, il faut qu'on parle », commença Sophie d'une voix tremblante de colère contenue. « Julien m'a tout dit. Tu demandes à Madame Claudine de nous espionner. De surveiller ses allées et venues. Comment peux-tu nous faire ça ?» Hélène tenta de rester calme. « Sophie, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. J'essaie seulement de... » « De quoi ? De me protéger ? Je n'ai pas besoin de ta protection, j'ai besoin de ta confiance. » La voix de Sophie monta d'un cran. « Tu ne supportes pas de me voir heureuse avec un autre homme que papa. Tu es seule et tu ne veux pas que je construise ma propre vie. » Le reproche était d'une cruauté inouïe. Hélène sentit les larmes lui piquer les yeux. « Sophie, tu te trompes. Julien te manipule. Arrête. Le seul manipulateur que je vois, c'est toi qui essaies de saboter mon mariage. C'est ma vie maintenant, mon choix. Si tu ne peux pas l'accepter, alors peut-être que je n'ai plus ma place ici. » La violence des mots laissa Hélène sans voix, le cœur en miettes. Elle voyait son enfant, aveuglé par l'amour, se retourner contre elle avec une fureur qu'elle ne lui avait jamais connue. En larmes, Sophie cria : « Tu préfères tes souvenirs et tes vieilles habitudes à mon bonheur », avant de courir s'enfermer dans sa chambre, laissant Hélène seule au milieu du salon, le silence brisé par ses propres sanglots silencieux. Plus tard dans la nuit, alors qu'Hélène n'a pas trouvé le sommeil, son portable s'allume sur la table de chevet. C'est une notification de sa banque, alerte sécurité, une tentative de virement de 240 000 € depuis un nouvel appareil a été bloquée. Le fauve est entré dans la cage. Nous laissons Hélène avec cette terrible confirmation. Le piège est en place, mais sa relation avec sa fille est brisée. Si, comme moi, vous pensez qu'Hélène a eu raison de se battre pour la vérité, laissez un petit « oui » dans les commentaires pour lui témoigner votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer du dénouement qui s'annonce, explosif. Votre soutien nous est précieux et nous aide à continuer de créer pour vous ces histoires qui, nous l'espérons, vous inspirent et vous touchent. La soirée du grand dîner approche. La confrontation est inévitable. Reprenons notre histoire. Juste un petit dîner, pour célébrer entre nous, avait dit Hélène avec un sourire si doux que Sophie avait fini par accepter, ignorant que chaque couvert en argent Christophe l'était dressé pour une exécution. La tension était palpable dès l'arrivée des invités. Sophie, encore meurtrie par leur dernière dispute, était polie mais distante avec sa mère. Julien, en revanche, était au sommet de son article. Confiant, il se comportait non pas comme un invité, mais comme le futur maître des lieux, certain que la tentative de virement avorté avait effrayé Hélène et la pousserait à coopérer. Il complimenta Hélène sur sa porcelaine de Limoges, discuta du millésime du vin avec Antoine présenté comme un vieil ami de la famille et charma Élodie Fournier, la voisine, qui buvait ses paroles. Antoine, silencieux et observateur, ne le quittait pas des yeux. Le premier plat, un foie gras mi-cuit servi avec un confit de figues, fut consommé dans une atmosphère de fausse cordialité, un calme précaire avant le déferlement. C'est au moment où Madame Claudine servait le plat principal, un magnifique magret de canard rosé, que la sonnette retentit avec une insistance anormale. Avant même que la gouvernante ne puisse atteindre la porte, celle-ci s'ouvrit à la volée. Marc Vasseur se tenait sur le seuil, le visage congestionné, les vêtements en désordre.
Il semblait ivre, mais ses yeux brûlaient d'une lueur désespérée. Ignorant les regards scandalisés, il entra dans la salle à manger, ses chaussures sales marquant le parquet ancien. « Julien » lança-t-il d'une voix pâteuse mais forte. « Je t'ai cherché partout. Alors, on festoie avec la belle famille pendant que les vieux amis attendent leur dû. Tu me dois de l'argent. » Julien blêmit. Il se leva d'un bond, essayant de rire. « Mesdames, veuillez excuser cet homme, il a un peu trop bu. » Il tenta de saisir Marc par le bras pour le faire sortir, mais ce dernier se dégagea violemment, manquant de renverser la table. C'était une rupture totale des codes, une explosion de vulgarité dans ce temple de la bienséance. Là assez. La voix d'Hélène, calme mais tranchante comme une lame, coupa court au chaos. Tous se tournèrent vers elle. Elle se tenait droite, une télécommande à la main. D'une pression du pouce, une tapisserie murale remonta silencieusement, dévoilant un grand écran plat. Une image apparut, granuleuse, filmée depuis un téléphone portable. C'était le mariage. On y voyait Julien, une coupe de champagne à la main, entouré de ses amis, le visage rougeaud et la langue déliée par l'alcool. Sa voix, forte et vantarde, emplit le silence glacial de la pièce. « Riche ? Pas encore, les mecs. Mais donnez-moi un mois. Un petit mois et tout ça sera à moi. Vous allez voir. » Élodie Fournier laissa échapper un hoquet de stupeur, sa main se portant à sa bouche. Sophie, elle, fixait l'écran, son visage vidé de toute couleur, sa fourchette suspendue en l'air. L'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle avait défendu, venait de révéler son vrai visage. Julien, pétrifié, balbutia, « Ce n'est qu'une blague, une mauvaise blague. » Mais le coup de grâce n'était pas encore porté. C'est alors qu'Antoine Moreau se leva, non pas avec la colère d'un ami, mais avec la précision d'un homme de loi. Il posa un fin dossier sur la nappe immaculée. Et pour compléter le tableau de cette blague, dit-il en détachant chaque syllabe, voici le rapport de la tentative de virement de 240 000 €, effectuée depuis la tablette de votre épouse hier soir à 23h14. Il tourna une page, la faisant glisser devant Sophie. Et voici l'historique de vos recherches Internet, effectuées juste avant. Comment contourner une authentification bancaire à 2 facteurs, vider un compte en ligne sans laisser de traces. Les mots, imprimés noir sur blanc, étaient des preuves irréfutables, une condamnation sans appel. Le silence est total, seulement brisé par un sanglot qui s'échappe de la gorge de Sophie. Elle fixe son mari, puis sa mère, et d'une voix à peine un souffle, elle demande « Tout était un mensonge ?» Julien quitta la maison sans un regard en arrière, laissant derrière lui bien plus qu'une table de dîner à moitié consommée, les ruines d'un mariage, d'une confiance et d'un cœur de jeune femme. Antoine, avec une autorité tranquille, raccompagna un Marc Vasseur soudainement dégrisé jusqu'à la porte, lui glissant quelques mots à l'oreille qui le firent détaler sans demander son reste. Élodie Fournier, la voisine, fut la première des invitées à se lever, balbutiant des excuses confuses, les yeux brillants d'une excitation horrifiée. Elle tenait là l'histoire qui allait secouer le quartier de Codéran pendant des mois. Les autres la suivirent comme un seul homme, pressé de fuir le malaise palpable qui avait envahi la pièce. Bientôt, il ne resta plus que le silence, les assiettes à moitié pleines et 3 âmes perdues dans l'immense salon. Sophie n'avait pas bougé. Elle était assise droite sur sa chaise, les mains posées à plat sur la nappe, fixant le vide. Elle ne pleurait pas, ne criait pas. C'était pire. C'était un état de choc, un vide si profond qu'aucun son ne pouvait en sortir. Hélène se leva et s'approcha d'elle doucement. Elle posa une main sur son épaule. « Viens, ma chérie. Allons dans le salon. » Elle guida sa fille, automate fragile, jusqu'à un canapé en velours. Sans un mot, Hélène se dirigea vers la cuisine. Elle ne revint pas avec un verre d'alcool fort, mais avec une tasse fumante de tisane à la verveine, dont le parfum apaisant emplit la pièce. C'était le remède de toutes les peines d'enfance, le geste maternel par excellence. Elle tendit la tasse à Sophie, qui la prit avec des mains tremblantes. Le contact de la porcelaine chaude sembla rompre le sortilège. Une première larme coula, puis une autre, et bientôt, son corps tout entier fut secoué de sanglots silencieux et déchirants. Hélène s'assit à ses côtés, l'entourant de ses bras, la laissant pleurer tout son chagrin, toute sa honte, toute sa colère.
Ce n'est que bien plus tard dans la nuit que Sophie parvint à parler. D'une voix rauque, elle raconta tout. Les petites phrases de Julien, les doutes qu'il avait semés sur la santé mentale de sa mère, sa jalousie, ses mensonges constants. Il disait que tu étais seule et amère, que tu ne supportais pas mon bonheur, avoua-t-elle dans un souffle. Il m'a fait croire que ta prudence était de la méchanceté. Et moi je l'ai cru. Hélène écoutait, le cœur serré, caressant les cheveux de sa fille. Elle ne prononça aucun reproche. Elle ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Elle se contenta de valider la douleur de son enfant. Tu as cru en l'amour, Sophie. Ce n'est pas un crime. Le seul criminel, c'est celui qui a abusé de cette confiance. Le lendemain, le décor changea radicalement. Loin de l'intimité feutrée de la maison, l'affaire se régla dans le cadre froid et impersonnel du cabinet d'Antoine Moreau, un appartement haussmannien au plafond vertigineux et aux murs couverts de livres de droit. Julien arriva à l'heure convenue, accompagné d'un jeune avocat qui semblait mal à l'aise. L'arrogance de Julien avait disparu, remplacée par un masque de défi hargneux. Antoine ne perdit pas de temps en préambule. Il exposa les faits, cliniques et précis. Sur son bureau d'acajou, il étala les preuves, le dossier de la banque, les captures d'écran, une déclaration signée de Marc Vasseur détaillant les menaces de Julien, et même un premier témoignage d'Élodie Fournier. « Vous avez le choix, monsieur Perrault, dit Antoine d'un ton glacial. Soit vous signez cette demande d'annulation de mariage pour dol, avec une clause de confidentialité qui vous interdit d'approcher ou de contacter la famille Dubois à l'avenir. Soit ce dossier partira directement sur le bureau du procureur de la République. Les chefs d'accusation seraient tentative de fraude aggravée, coercition et abus de faiblesse. Je vous laisse imaginer la suite. » Le visage de Julien passa par toutes les couleurs. Il jeta un regard furieux à son avocat, qui lui fit un signe de tête presque imperceptible, il n'y avait aucune issue. La partie était terminée. Antoine poussa les documents et un stylo sur le bureau. La main de Julien tremblait de rage en signant chaque page. C'était la fin de son rêve, la signature de sa défaite totale et humiliante. Il se leva, jeta le stylo sur le bureau et sortit sans un mot, son avocat sur les talons. Antoine téléphone à Hélène. C'est officiellement terminé. Il a signé. Il y a une pause. Et Hélène. J'ai fait ma part. Maintenant, le plus dur reste à faire pour vous deux. Parfait, voici le dernier chapitre de notre histoire. Un mois plus tard, l'odeur du beurre et du caramel embaumait la cuisine. Hélène et Sophie préparaient des cannelés, et dans les gestes précis et partagés de cette pâtisserie bordelaise, une complicité nouvelle renaissait, plus forte que l'ancienne. Le mois écoulé avait été une période de transition silencieuse. Il y avait eu des larmes, de longues conversations à voix basse, surtout, beaucoup de silences apaisants. La présence de Julien, qui avait été si écrasante, s'était évaporée comme un mauvais rêve, laissant la place à un vide que mère et fille comblaient désormais ensemble, jour après jour. En remplissant les petits moules en cuivre, Sophie s'arrêta et regarda sa mère. « Maman. Je suis tellement désolée, dit-elle doucement. J'ai été si aveugle. Et si cruelle avec toi. » Hélène posa sa cuillère, s'essuya les mains sur son tablier et prit le visage de sa fille entre ses mains. « Tu as été amoureuse, ma chérie. Il n'y a aucune honte à cela. Les seuls qui devraient avoir honte sont ceux qui jouent avec les cœurs purs. » Ces mots, simples et sincères, achevèrent de guérir une blessure qui était restée ouverte. Plus tard, assise à la table de la cuisine devant une assiette de cannelés encore tiède, Sophie laissa enfin échapper la question qui flottait entre elles depuis des semaines. Elle le fit sans animosité, avec une simple curiosité empreinte de maturité. « Maman. L'argent du dossier, les 240 000 €. C'était vrai ? C'était tout ce qu'il te restait ? » Elle ne demandait pas par avidité, mais par besoin de comprendre l'entièreté du sacrifice et du risque que sa mère avait pris pour elle. Hélène ne répondit pas tout de suite. Elle sourit doucement, se leva et fit signe à sa fille de la suivre. « Viens. Il y a quelque chose que ton père aurait voulu que je te montre. » Elles sortirent dans le jardin. Le soleil de fin d'après-midi baignait les vignes d'une lumière dorée, et au loin, la Garonne scintillait comme un ruban d'argent.
Hélène mena Sophie jusqu'à un vieux banc de pierre qui surplombait le domaine. « Ton père ne parlait pas beaucoup d'argent, commença Hélène. Il parlait de patrimoine. Pour lui, ce n'était pas la même chose. L'argent, c'est ce qu'on dépense. Le patrimoine, c'est ce qu'on protège et ce qu'on transmet. C'est une histoire, des valeurs, des racines. » Elle prit une profonde inspiration. Quand il a su qu'il était malade, il a passé la dernière année de sa vie à tout organiser. Pas seulement pour me protéger, mais aussi pour te protéger toi, de l'avenir. Il savait que l'argent pouvait être une bénédiction, mais aussi une malédiction. Il voulait s'assurer que tu ne rencontrerais jamais quelqu'un qui t'aimerait pour les mauvaises raisons. C'est alors qu'elle lui révéla tout. Les sociétés écrans à l'étranger, les investissements discrets, la fortune patiemment construite et mise à l'abri. Les 240 000 € n'étaient qu'un appât, Sophie. La vérité, c'est qu'il t'a laissé un héritage de 7 millions d'euros. Sophie resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur l'horizon. L'énormité du chiffre semblait abstraite, irréelle. Ce n'était pas l'argent qui la bouleversait. C'était la prévoyance de son père, le fardeau que sa mère avait porté seule pendant toutes ces années pour honorer sa promesse. Elle comprit la solitude d'Hélène face à ses doutes, sa détermination face aux manipulations de Julien. Elle vit l'amour, un amour si profond et si protecteur qu'il avait orchestré ce plan complexe depuis l'au-delà. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de compréhension. « C'est ça, le véritable héritage, » murmura-t-elle. Sophie prend la main de sa mère. « À partir de maintenant, plus de secrets, » dit-elle avec une nouvelle gravité dans la voix. Hélène hoche la tête, un vrai sourire illuminant enfin son visage. Elle reste un long moment à regarder les vignes qui s'étendent à leurs pieds, un patrimoine vivant et durable, symbole de leur histoire et de leur futur. Dans le silence feutré de sa maison de maître du quartier Codéran, à Bordeaux, Hélène Dubois effleura une rose blanche de son jardin, dernière relique du mariage de sa fille, et sentit un frisson inattendu, un pressentiment froid au milieu de sa solitude nouvelle. La maison, habituellement remplie des rires et des préparatifs du mariage, semblait soudainement trop grande, trop silencieuse. Chaque objet, chaque meuble lui rappelait l'absence de Robert, son mari, mais aussi celle, plus récente, de Sophie, sa fille unique, désormais lancée dans sa propre vie. La sonnette retentit, l'attirant de sa rêverie. C'était eux. Sophie, radieuse, et son nouvel époux, Julien Perrault, de retour de leur lune de miel en Italie. En ouvrant la lourde porte en chêne, le cœur d'Hélène se gonfla de joie. Sophie était magnifique, son bonheur semblait irradier. Et Julien, il était l'image même de la perfection. Grand, élégant, avec un sourire désarmant et des manières impeccables. Il tendit à Hélène un foulard en soie de côme, ses yeux brillant d'une sincérité presque trop parfaite. « Hélène, vous êtes resplendissante, » dit-il de sa voix chaude et posée. Cette maison est un véritable havre de paix. Le dîner fut un moment de pur bonheur, du moins en apparence. Madame Claudine, la gouvernante qui servait la famille depuis 30 ans, apporta l'apéritif, un lillet bien frais, typique de la région. Hélène observa discrètement le manège de son gendre. Il était attentif, posant des questions sur le jardin, s'enquérant de la santé de sa belle-mère, tout en servant le vin, un Saint-Émilion grand cru choisi dans la cave de Robert, avec l'assurance d'un connaisseur. Alors que Madame Claudine servait le vin, Julien la remercia d'un « merci », Claudine, mais son regard resta fixé sur la collection de bouteilles rares derrière la vitrine. La gouvernante eut un imperceptible tressaillement, un raidissement de la nuque que seule Hélène, habituée à son langage silencieux, put déceler. C'est entre le magret de canard et le plateau de fromage que Julien, avec la plus grande décontraction, aborda le sujet. « Hélène, je me faisais une réflexion en vous voyant gérer tout cela seule, avec mon expérience dans la finance, je pourrais vous aider à optimiser la gestion de votre patrimoine. Une simple fiducie, pour protéger Sophie et assurer votre tranquillité d'esprit. Rien de formel, juste une idée pour vous soulager. » Les mots étaient doux, les intentions semblaient pures.